Depuis le lancement de ce podcast, j'ai reçu pas mal de commentaires de personnes qui souhaitent développer leur patrimoine immobilier, qui est un pilier d'enrichissement dont on parle régulièrement ici, mais qui hésitent encore à passer à l'action, freinés par les peurs de se planter ou le manque de temps disponible pour s'occuper des projets de rénovation. Si tu te reconnais dans cette description, je serais ravi de te recommander une société d'investissement locatif clé en main qui s'appelle revenulocatif.com, que j'ai le plaisir de compter comme sponsor de ce podcast. Ce qui est bien avec Revenu Locatif, c'est qu'une fois le mandat lancé, les équipes s'occupent de tout, de l'analyse de ton projet, de la recherche de biens rentables dans la région Île-de-France où ils sont spécialisés, des travaux de rénovation, de la gestion locative, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, comme on les aime, et un suivi régulier des avancées des travaux. Je suis moi-même client de la structure avec une opération actuellement en cours, et j'apprécie beaucoup la relation avec l'équipe dont tu connais certains membres qui sont passés ici sur le podcast. Bref, si ça t'intéresse, je te les recommande vivement et je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un S, locatif avec un S.com/action et de remplir le formulaire. N'hésite pas à mentionner que tu viens de ma part, tu seras bien reçu. La revente de la résidence principale est la principale niche fiscale en droit français. Puisque si vous revendez 3 ans après et qu'elle a doublé de valeur, hypothèse d'école, si vous êtes en nom propre, vous payez 0 d'impôt sur la plus-value. En location nue, l'erreur sur les travaux, c'est de croire qu'on va pouvoir faire plein de déficits fonciers parce qu'on va faire des gros travaux. On se retrouve dans ce fameux effet qu'on appelle de cash squeeze, où on est avec des revenus imposables, alors que la plus grosse partie du revenu qui est imposé part en trésorerie à la banque. Donc on se retrouve à payer de l'impôt sur de l'argent qu'on ne perçoit pas. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Une des choses qui revient le plus souvent quand je discute avec des auditeurs ou des investisseurs qui hésitent à se lancer dans l'investissement immobilier de manière active, c'est souvent la peur de se planter sur des problématiques de fiscalité. Alors c'est vrai que la fiscalité, ça reste un domaine assez complexe qui semble difficile de maîtriser complètement tant il y a de paramètres, de changements possibles. Il y a des erreurs classiques que beaucoup d'investisseurs commettent, il y a des erreurs lourdes aussi de conséquences qui peuvent annuler toute la rentabilité que tu espérais dégager d'un investissement. Et puis il y a ces erreurs qui sont largement exagérées, grossies et qui te paralysent, t'évitent à tort de passer à l'action et du coup de profiter du pilier de création de richesse qu'est l'immobilier. C'est quand même dommage. Pour nous aider à y voir plus clair, on retrouve Dimitri Boujard sur le podcast cette semaine. Il était, rappelle-toi, un des tout premiers invités du podcast sur l'épisode 4. Dimitri est avocat au barreau de Paris, expert en fiscalité immobilière. Il est aussi lui-même investisseur immobilier, accompagne des investisseurs depuis de nombreuses années. Je lui ai demandé de nous faire un topo sur les principales erreurs liées à la fiscalité et au juridique que commettent les investisseurs immobiliers en général. Apprendre des erreurs des autres, c'est donc un luxe que tu pourras te payer sur 7h15 à peu près d'épisode. J'espère qu'il te plaira. Au cours de notre échange, on verra l'impact qu'exerce le choix du régime imposable entre revenus fonciers, régime PIC, microfoncier ou régime réel. Comment passer de la location nue à la location meublée, d'une fiscalité au micro-BIC à une fiscalité aux frais réels, et comment l'aborder avec l'administration fiscale. À quoi faire attention quand on envisage de gros travaux sur des biens exploités en location nue? Pourquoi le recours à la SCI LIS pour acheter sa résidence principale est une bien mauvaise idée, en dépit des déductions de charges qu'il permet? Les associés d'une SCI sont-ils solidaires et responsables des dettes de la société et dans quelles limites? À quoi s'attendre aussi sur le nouveau diagnostic de performance énergétique, DPE, et son impact sur l'investissement locatif? Si tu n'es pas à l'aise avec les questions fiscales, cet entretien te permettra de balayer l'essentiel des erreurs à ne pas commettre pour mieux les anticiper. En tout cas, c'est le but de cet épisode. Et avant de démarrer, je voulais remercier les personnes qui soutiennent ce podcast et l'aident à le faire connaître toujours davantage au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou Podchaser, de petits mots également, messages sur les réseaux Instagram, Twitter ou par email sur paco@investisseur-avec-un s40.com. Merci à Thomas pour le commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast cette semaine. Thomas qui trouve le podcast enrichissant, inspirant et essaie d'appliquer ce qu'il écoute chaque semaine. Bravo à toi Thomas, tu es résolument plus discipliné que je ne le suis à vrai dire sur ce coup-là. Bon vent pour tes projets et n'hésite pas à me tenir au courant de tes avancées. Bonjour aussi à Arnaud,
avec qui je discutais cette semaine. Bravo pour ton passage à l'action. Allez, sur ce, attaquons notre conversation du jour sur la fiscalité en immobilier. C'est parti. Salut Dimitri, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci. Merci et welcome back du coup. Pour les auditeurs, tu étais un des tout premiers invités du podcast, épisode 4. Si vous voulez entendre Dimitri jeune et fringant, c'était en octobre 2020. C'est pas si vieux, heureusement. C'était déjà la pandémie, mais voilà. Du coup, j'avais proposé pour cet épisode en fait de faire un petit peu un épisode un peu didactique sur les erreurs qu'on peut commettre liées à la fiscalité et de l'immobilier en fait, parce que c'était un peu ensuite j'ai pas mal des auditeurs dans la communauté, des gens qui soit ont fait des erreurs, soit par peur de faire des erreurs justement ne souhaitent pas se lancer. Et je me suis dit du coup que ça peut être intéressant de balayer un petit peu les grandes erreurs qu'on peut avoir dans l'immobilier pour pouvoir peut-être se rendre compte qu'il y a des erreurs qui effectivement sont lourdes de conséquences, d'autres qui sont courantes mais pas forcément lourdes de conséquences, qui peuvent être réversibles, et puis d'autres qui voilà, et faire en sorte que finalement peut-être qu'il y a des fausses croyances aussi là-dedans quoi. Donc c'était un petit peu le sujet que je te propose maintenant de discuter. Peut-être en préambule, est-ce que tu peux, pour les gens qui n'ont pas écouté cet épisode 4 justement du podcast, te présenter aux auditeurs? Bien sûr, avec plaisir, merci. Donc, je me présente, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis maintenant 1995. Ça commence à faire un petit moment. Et je suis investisseur immobilier depuis plus de 20 ans. Alors, j'ai testé un peu de tout. J'ai commencé dans la location nue. Bizarrement, j'ai commencé en créant tout de suite une SCI pour acheter mon premier appartement, ce que je conseille plus forcément rétrospectivement à mes propres clients. Donc, on pourrait parler éventuellement de ce genre d'erreur. Tu vois, ça m'y fait penser parce qu'on va aborder évidemment non seulement les erreurs fiscales, mais également les erreurs juridiques dans l'immobilier. Et croyez-moi, elles sont légion. Voilà, investisseur immobilier. Et je suis aussi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. J'étais ravi d'avoir fait ce premier épisode, un des tout premiers lors de lancement de ton podcast. Et vous pouvez me retrouver super facilement sur les réseaux, j'en reparlerai plus tard. Donc je suis un avocat, alors pas 4.0 comme les investisseurs 4.0, mais je dirais que je suis l'avocat un peu 2.0 déjà, c'est pas si mal. Super, bah écoute, comme intro, c'est bien pour cerner un petit peu le personnage et je suis content de te recevoir pour parler de ça, puisque du thème d'aujourd'hui, parce que du coup tu as le bénéfice d'avoir non seulement une expérience en tant qu'investisseur toi-même personnel, mais aussi beaucoup de retours d'investisseurs qui te demandent conseil et sur les groupes, etc., les forums. Est-ce que tu pourrais on pourrait commencer par peut-être les erreurs les plus courantes que tu vois passer sur liées à la fiscalité et au juridique pour ce qui est de l'investissement immobilier. Je vais parler des erreurs les plus courantes, puis je vous partagerai aussi mes propres erreurs. J'en ai quand même fait 2 grandes dans ma carrière d'investisseur. Quand je dis des grandes erreurs, c'est quand même plutôt des grandes erreurs qui m'ont globalement fait perdre de l'argent quand même. Il faut bien le dire. Tout se résume à ça. Si vous investissez dans l'immobilier en commettant certaines erreurs, vous allez perdre parfois seulement du temps, mais le plus souvent, vous allez surtout perdre de l'argent concrètement. Et ça, c'est parmi les vrais enjeux. Alors, dans les erreurs courantes, moi, je vois tout d'abord celles liées à la méconnaissance des choses. D'accord ? Donc, on se lance dans l'immobilier, c'est sympa. En plus, en ce moment, Paco, tu as remarqué, c'est quand même assez à la mode. Tout le monde veut faire de l'investissement immobilier. Le marché s'est développé, il s'est démocratisé, je dirais. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, on n'en était pas là, clairement. Mais moi, je trouve ça excellent que de plus en plus de gens puissent investir dans l'immobilier. C'est une très bonne chose parce que, je le rappelle toujours, je le martèle même, ça correspond quand même à un besoin fondamental, celui de se loger. Donc, cette première erreur, c'est vraiment la méconnaissance. On se dit, OK, c'est sympa, j'achète un appart, je le loue, et puis pour le reste, je verrai après. Oui, mais alors là, le je verrai après, souvent, c'est le je verrai trop tard, bien évidemment. Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, typiquement, j'ai fait comme ça. Je me suis pas interrogé sur la fiscalité, un petit peu plus sur le droit quand même. Et ne m'interrogeant pas sur la fiscalité, j'ai commencé directement par louer un appartement en location nue. Or, je pense qu'on en avait parlé dans le précédent épisode, la fiscalité de la location nue et celle des revenus fonciers, et globalement, c'est quand même la fiscalité la moins favorable qui soit pour un investisseur immobilier.
Alors qu'évidemment, il existe des solutions. Mais quand on ne le sait pas, et qu'on n'a pas l'idée de se renseigner dessus, on peut commettre cette première erreur de se lancer sans connaître les conséquences fiscales, donc manque de connaissances, et sans avoir forcément un bon régime fiscal. Et là, on peut peut-être rappeler du coup ce qui est un petit peu le niveau zéro en fait. J'ai l'impression de l'exploitation, de la fiscalité liée à l'immobilier, c'est effectivement d'acheter en nom propre, de recevoir des revenus de loyer issus des loyers et de les inscrire en fait dans son revenu puisque on est au foncier et du coup d'être taxé tout simplement à son TMI, à son taux marginal d'imposition là-dessus quoi. Alors oui, tu as parfaitement raison. Non seulement on est taxé sur son taux marginal d'imposition, donc si vous êtes taxé à 11%, ça va pas aller chercher très loin, mais moi j'ai parfois des investisseurs qui sont taxés à 30, 41, 45% et qui sont pas penchés là-dessus. Ok, d'accord, mais attention Paco, c'est 30, c'est 41, plus 17,2% de prélèvements sociaux. Et là tout de suite, ça fait beaucoup plus mal. Ouais, ce qui n'est pas le cas quand tu es salarié en fait. Tu payes pas ça en fait. Alors, quand tu es salarié, tu reçois ton bulletin de salaire. Déjà, on a simplifié, sauf erreur de ma part, le bulletin de salaire pour enlever un certain nombre de lignes. Mais c'est aussi, du coup, les salariés se rendent moins compte de tout ce qu'on leur prélève, forcément. En plus, on oublie que l'employeur paye aussi de son côté des cotisations sociales. Donc, évidemment, ça semble indolore, mais c'est toujours ça en moins pour vous, concrètement. Puisque ce que l'employeur paye en cotisation sociale, c'est ce qu'il vous donne pas en salaire net. Et enfin, en plus, on a maintenant ce troisième effet, qui est un effet purement fiscal, qui est le prélèvement à la source. Et ça a été mis en place pour quoi, Paco, si on veut partir un petit peu. C'est toujours de la fiscalité, mais ça a été mis en place pour 3 raisons. La principale raison qui est mise en avant, c'est simplification. J'en parlais avec une amie. On n'a pas le sentiment que depuis une quinzaine d'années que tout est informatisé, les choses se soient vraiment, vraiment simplifiées. Essayez de changer une carte grise en ligne. Je vous souhaite bien du plaisir sur la plateforme gouvernementale. Donc, première raison, simplification. Deuxième raison qui me paraît beaucoup plus évidente, c'est l'efficacité de l'impôt. Parce que, comme vous êtes prélevé à la source, eh bien, c'est ce qui est payé en premier sur votre salaire, concrètement, l'impôt. Et ça, c'est énorme pour l'État. Pour information, avant la mise en place du prélèvement à la source, on était à un taux de recouvrement de l'IR de 95% à peu près, ce qui était déjà considérable. Hein. Là, vraiment, l'administration fiscale française est une des plus performantes au monde. Donc, s'il y a un endroit où on est bon, c'est pour recouvrer les impôts. Avec le prélèvement à la source, on est passé à plus de 99,5% de recouvrement. Donc ça, c'est la deuxième vraie raison. C'est l'efficacité. Enfin, troisième raison, c'est que justement, ça devient beaucoup plus indolore. Eh oui, parce que il y a plus le tiers provisionnel ou le solde à payer en septembre ou ce genre de choses où là, fallait sortir l'argent. On ne vous donne que ce que vous allez pouvoir dépenser. Donc les gens qui n'ont pas été habitués, pour eux, c'est super simple, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus indolore. Et tu dirais que pour revenir à cet exemple du revenu foncier, du loyer qui rentre dans le revenu foncier, il y a l'effet, on va dire, classique qui est payé à ta TMI, tu payes de l'impôt sur ta TMI sur ce revenu complémentaire, en fait, par rapport à ton salaire, sans autre, on va dire, dégrèvement ou autre. Et quand tu parlais des cotisations sociales, c'est que finalement, il faut l'ajouter, alors que quand tu reçois ton salaire en net, même si tu le payes finalement et l'employeur en paye une partie, tu le vois pas, c'est indolore. Donc finalement, c'est ça que tu sembles dire, quoi. C'est exactement ça. D'accord. Sans compter qu'en plus sur les revenus fonciers, l'autre effet néfaste pour l'investisseur, c'est qu'on déduit assez peu de charges. Ouais. Donc assez fréquemment, on se retrouve dans ce fameux effet qu'on appelle de cash squeeze, où on est avec des revenus imposables, alors que la plus grosse partie du revenu qui est imposé part en trésorerie à la banque. Donc on se retrouve à payer de l'impôt sur de l'argent qu'on ne perçoit pas. Ouais, je comprends. Et il n'y a pas aussi un double effet ou un triple effet qui se coule lié au dépassement de barème et de plafond quand justement les loyers le revenu qu'on perçoit du loyer nous fait passer à une autre tranche en termes d'imposition. Alors, excellente remarque, Paco, tu as parfaitement raison. On peut passer dans une tranche supérieure, mais rappelons toujours, et ça c'est très important pour les personnes qui vont écouter ce podcast, que l'impôt est progressif. Donc, il est toujours préférable de passer dans une tranche supérieure parce qu'on va pas être imposé pour autant dans cette tranche sur les revenus qu'on
touchait précédemment. Ce n'est que la partie qui va émarger dans la tranche supérieure d'imposition qui sera effectivement imposée dans cette tranche-là. Donc globalement, je ne peux qu'encourager tout le monde à gagner plus d'argent, quitte à payer plus d'impôts. Ouais, non, tu fais bien le dire. Ouais, c'est souvent le truc aussi, la mauvaise croyance qui fait qu'on pense qu'on bascule, tous les revenus vont être imposés à ce nouveau taux d'imposition quand on passe en une tranche. Alors en réalité, c'est juste une petite partie, celle qui dépasse effectivement le plafond. Et ok, et alors il y a quand même toujours ce degré zéro de l'imposition, hein, vraiment là on part de la personne qui reperçoit des loyers, a pas fait grand chose en termes de choix fiscal, se retrouve à devoir payer de l'impôt dessus. Il y a quand même un petit peu je crois que la possibilité d'avoir, si on est au BIC, tu me corrige si je me trompe, mais d'avoir une 50% de réduction quand même de dégrèvement sur cette imposition. Là, je t'arrête tout de suite, puisqu'on était dans les revenus fonciers. Ah ouais, complètement, t'as raison. Or, les Ah BIC, ouais. c'est les revenus locatifs meublés. C'est l'autre catégorie de revenus. Donc, mais tu as raison, on peut avoir un petit dégrèvement forfaitaire, c'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle le régime du micro-foncier, où là, on va bénéficier d'un abattement de 30% sur les revenus locatifs avant que ceux-ci ne soient intégrés aux revenus professionnels et soumis à imposition plus 17,2 de prélèvements sociaux. Ok. Voilà, mais 30%, c'est pas non plus énorme. Ouais. Et là, pour le coup, en contrepartie, on peut évidemment pas déduire ces charges réelles. Là, la correction à apporter là-dessus, elle est assez simple, non? Quand tu dirais, en fait, si on commet cette erreur-là, l'année suivante, on peut changer son régime assez simplement, ou c'est compliqué? Alors, pour quelqu'un qui passe du micro au réel ou inversement, c'est assez simple. De mémoire, il y a quand même un délai à respecter quand on veut changer de régime, mais je ne saurais pas te dire dans quel sens. Mais effectivement, ça peut être autant pour les revenus fonciers, c'est pas une erreur majeure de se tromper entre le réel et le micro. Autant pour les revenus locatifs meublés, là, tu arrives sur une deuxième erreur qui est majeure chez les investisseurs et qui est lourde de conséquences. C'est de se dire, OK, j'ai bien compris les choses, je vais faire de la location meublée parce que ça va me rapporter un petit peu plus. Donc ça, déjà, on sait que d'une façon évidente, la location en général meublée est 10 à 15% en loyer en plus par rapport à la location nue. Ce sont les chiffres qu'on retrouve communément. Donc là, on s'est dit, on s'est un petit peu documenté, on a fait un choix qui est meilleur. Attention toujours, je ne cesse de le rappeler, à vérifier que le marché locatif meublé existe pour le type de bien que vous voulez louer en meublé. On y viendra, c'est la troisième erreur, se laisser justement aveugler par la fiscalité. Donc, dans ce cas précis, ok, on aura bien fait les choses. Mais par contre, après, on peut tomber dans le piège justement de la facilité. Et en ayant un petit peu farfouillé sur Internet, se dire, ah mais c'est super, je vais pouvoir avoir un abattement de 50% sur mes loyers. Donc je vais prendre le micro BIC, excellent, j'ai un abattement, c'est simple à calculer, donc je touche 10 000 euros de loyer par an, je vais en déclarer que 5 000 et donc je vais payer l'impôt que sur 5 000. Et là, dans le meublé, c'est vraiment une grosse erreur, puisqu'en début d'investissement, lorsqu'on fait des simulations avec les outils de simulation qui existent sur Internet, on va bien souvent les premières années pouvoir avoir une fiscalité qui sera à zéro. En effet, on pourra déduire ou amortir l'intégralité des frais de notaire, l'intégralité des travaux, toutes les charges réelles et également amortir la valeur du bien. Donc, en faisant des simulations, oui, je maintiens. Alors, c'est parfois décrié, mais moi, j'ai les exemples de mes investisseurs. Donc, je vois leurs chiffres. Donc, je maintiens que les premières années, en meublé, en fonction du type de location, de la rentabilité, de tout un tas de critères, on peut très bien avoir du cash flow positif, donc du cash flow net avant impôt, et pour autant ne pas générer d'impôts supplémentaires, puisqu'en étant en déficit industriel et commercial, on aura un résultat à zéro, avec un déficit reportable, et 30% d'impôts sur zéro, ça fait zéro, et 17,2 sur zéro, ça fait zéro aussi. Donc là, l'erreur consiste à se dire, c'est super simple, j'ai un gros abattement, alors qu'en partant au réel dès le départ, puisque c'est là qu'on déduit un maximum de choses, on aurait peut-être eu carrément zéro de fiscalité pendant X années. Et ça, tu dirais que c'est le cas même si on est dans un bien qui ne nécessite pas énormément de travaux, ne serait-ce que parce qu'il y a d'autres charges, comme tu dis, qui sont déduites de toute façon. Il y a l'amortissement déjà, qui est une grosse charge en elle-même, les charges de copro, la taxe foncière. Effectivement, c'est déjà des choses qui réduisent. Mais est-ce que ça, uniquement dans un bien, par exemple, où on fait pas de travaux, est-ce que ça nous donne quand même 1, 2, 3 années d'exploitation sans impôt, tu penses?
Pour parler chiffres, hein, très concrètement, oui, bien sûr. J'ai moi-même une colocation, on a fait les calculs, j'ai fait une simulation avec des outils, et normalement, j'ai sur une colocation, ce qui est quelque chose de plutôt rentable, parce que sur une colocation, on touche en moyenne, je constate un cash flow d'à peu près 100 euros par chambre, quand c'est fait dans la moyenne. Eh bien, normalement, d'après la simulation, je bénéficie d'à peu près 7 ans de déficit, et donc de 7 ans sans impôt. Il y avait beaucoup de travaux dans ton cas ou? Ouais, il y avait pas mal de travaux dans mon cas. Ouais, ça. Mais Ouais. il y a eu quand même les frais d'acquisition. Et puis attention, moi je suis passé par un chasseur de biens. Donc la commission du chasseur de biens, c'est aussi quelque chose de déductible. La commission d'agence, si elle n'est non pas à la charge du vendeur, mais à la charge de l'acheteur, ça se déduit également. Les meubles, ça se déduit. C'est du meublé. Donc ça, plus ça, plus ça, oui. Alors, autre cas de figure, Paco, c'est celui où j'ai des investisseurs, par exemple, en région parisienne, sur des biens qui valent cher. Alors, pas dans Paris même, parce que la valeur du foncier est très importante par rapport à la valeur du bâti. Pour rappel, quand on amortit un bien en meublé, on peut amortir qu'une fraction du global du prix d'achat. On peut pas amortir la fraction correspondant à la valeur du terrain. Mais dans beaucoup de communes et dans les communes avoisinantes, on peut avoir des prix de l'immobilier très élevés et une rentabilité qui ne l'est pas forcément. Donc si on a une grosse base amortissable alors que la renta est finalement pas très importante, moi, un de mes premiers conseils à mes clients va être de dire vendez-moi ce truc-là et rachetez autre chose de plus rentable. Mais pour les gens qui n'ont pas envie parce que ça va leur servir pour leurs enfants, parce qu'il y a de l'affect pour tout un tas de bonnes raisons, on va pouvoir juste en passant du micro BIC sur du réel, parfois, grâce à l'amortissement à cause de la valeur du bien, pouvoir effacer l'impôt. Ouais, donc là c'est la puissance en fait de l'amortissement comptable qui est d'ailleurs réévalué, enfin évalué sur une valeur réelle du bien, ou est-ce que c'est réévalué régulièrement, ce genre de choses, ou qui c'est qui établit ce niveau d'amortissement? Alors, ça va être la valeur d'achat quand tu es en début d'acquisition. Ah ouais, ok. Donc, quand tu fais ton acquisition, c'est assez simple. Par contre, si jamais tu as un bien que, par exemple, dont tu hérites, qui était loué en nu, toi, si tu veux, alors c'est encore un mauvais exemple, l'héritage, parce que forcément, à l'occasion de la succession, le bien va être évalué. Donc, tu vas partir sur la base d'amortissement nouvelle, c'est-à-dire la base de réévaluation. Par contre, si tu détiens un bien depuis quelques années, par exemple, c'était ton studio que tu as acheté pendant quelques années, et tu le louais en nu, et là, tout à coup, illumination, tu as entendu le podcast de Paco, et donc tu diras, je vais peut-être passer en meublé, ça m'a l'air plus intéressant, je me renseigne un peu. Eh bien, on va pouvoir réévaluer le bien puisque la valeur à prendre en compte va être la valeur à la date à laquelle on va le mettre en location meublée. D'accord, ok. Et alors si on s'est planté au départ, on est mal parti, on est parti en location, on va dire nue, qu'on a acheté le bien une année avant ou 2 années avant, est-ce qu'on peut rattraper dans les déductions, notamment le coût de l'achat? S'il a été acheté et loué en nu ensuite, à mon avis, c'est trop tard. Ok, s'il est acheté mais qu'il n'a pas été encore exploité, on peut éventuellement le réintégrer pour une exploitation en meublé, alors peut-être. Ça se tente. Il faut voir ça avec son expert comptable. Ça peut varier en fonction des centres des impôts, mais en tout cas, faut le tenter. Ok, ça marche. Clairement, hein. Moi, je dirais clairement, faut le tenter. Ils sont pas très enquiquinants là-dessus. Et puis, il y a encore une autre hypothèse. C'est justement, si j'ai commencé et que j'ai déclaré en micro, est-ce que je peux dire aux impôts, ah zut, je me suis trompé, je voulais déclarer au réel. Ça se tente aussi. Alors, si c'est au bout de 5 ans, c'est trop tard, hein, évidemment. Si c'est au bout d'1 an ou 2, ça se tente. Et là, il y a un argument, c'est que de façon assez étonnante, si vous avez acheté à 2 en indivision, normalement, lorsqu'on exploite un bien en indivision, on ne peut pas bénéficier du régime micro-BIC. Or, je vois régulièrement du micro-BIC sur des feuilles d'impôt de mes clients qui ont acheté à 2, qui exploitent à 2. Donc moi, j'ai tendance à leur dire, allez voir les impôts et dites, zut, on s'est trompé. En plus, regardez, normalement, on aurait dû être au réel. Voilà. Ouais. Petite astuce. Ok. Je pense que là, les impôts ont pas tellement de raison de refuser. Ouais, faut vraiment y arriver avec le bon argument, quoi. Ouais, voilà. Ok. Et sur la partie alors LMNP ou LMP, en tout cas en loué, en meublé, est-ce qu'il y a aussi des erreurs là qui peuvent être commises aussi sur ce type d'exploitation? Alors, c'est une erreur due aussi au manque de connaissances et là, pour le coup, à l'impréparation. Ce sont, mais c'est une erreur qui est pas facilement évitable, surtout en ce moment. Ce sont les personnes qui vont basculer du régime loueur meublé non professionnel vers le régime du loueur meublé professionnel.
Ça, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça d'erreur? J'en suis pas certain. En fait, ils subissent plutôt les conséquences d'une situation. Le problème majeur étant que un déficit constitué en étant loueur meublé non professionnel n'est pas reportable sur les locations sous le statut loueur meublé professionnel. Donc, faute de préparation, faute d'anticipation, on peut se retrouver avec un stock de déficit qui va être gelé. Et si on repasse jamais LMNP, on l'aura définitivement perdu au bout de mémoire de 10 ans. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que dans les erreurs là dont on est en train de parler, en fait, il y a quand même des degrés d'importance différents en fait. Et c'est là que là, c'est pareil, le passage du LMNP au LMP, de ce que j'entends, c'est finalement pas catastrophique. Enfin, c'est moins avantageux peut-être sur certains aspects, notamment sur la plus-value à leur vente, notamment, où effectivement ces déficits qui sont plus exploitables, c'est embêtant, mais c'est pas quelque chose qui peut foncièrement nous faire tomber dans le rouge en termes d'exploitation aussi. Si, quand même, potentiellement. Raconte-moi ça. C'est décidément pas si Ouais. simple, hein, malheureusement. Si, parce qu'en fait, en loueur meublé non professionnel, on est assujetti à des prélèvements sociaux à 17,2%. En loueur meublé professionnel, fini les prélèvements sociaux à 17,2% et affiliation au régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés avec, lorsqu'on passera un jour ou l'autre en bénéfice, des cotisations de 35 à 40% sur le bénéfice. Ok, ouais. Donc, ouais. Donc, selon où est-ce qu'on se situe dans les biens, et quand tu parles de bénéfices, là, on parle de la différence entre les loyers et toutes les charges que tu peux imputer. Pas forcément, pas de cash flow, là. Tu parles juste comptable. Non, je parle bien, en loueur meublé non professionnel, on peut aussi, c'est un petit peu plus compliqué, j'estime, mais on peut aussi avoir un résultat à 0, voire un peu négatif, et pourtant avoir du cash flow. Tant qu'on est comme ça, on est bien, on paye un petit forfait de charge sociale annuel, mais ça se passe. C'est environ 1200 à 1500 euros par an. Il y a tout un tas, il y a une ribambelle de cotisations sociales. Par contre, si plus tard, à un moment, vous arrêtez d'investir ou vous êtes bloqué dans vos investissements, vous allez forcément passer en bénéfice. Au bout de quelques années, fini la déduction des premières charges, fini l'amortissement des meubles qui s'amortissent sur une durée relativement courte, idem pour certains travaux. Et donc, mathématiquement, ayant moins de charges et d'amortissements déductibles, vos investissements dégagent du bénéfice. Et c'est à ce moment-là que ça va commencer à taper, parce qu'on va payer 35 à 40% de charges sociales sur ce bénéfice. Sachant qu'en plus, à l'heure actuelle, l'URSSAF a des velléités de passer beaucoup plus de monde en loueur meublé professionnel, voire même de dire qu'une fois que vous êtes passé en LMP, vous pouvez plus rebasculer en LMNP au regard des cotisations sociales. Donc, il faut vraiment se tenir au courant là-dessus. On peut le faire, on peut revenir au LMNP si on remplit les conditions du coup. Alors, en théorie, oui. En théorie, oui, puisque si par exemple vous êtes passé LMP parce que vous aviez racheté des biens et que l'année suivante vous décidez de vous séparer d'un bien, vous aurez moins de revenus locatifs. Par conséquent, vos revenus locatifs peuvent repasser sous le seuil des revenus professionnels. J'ai oublié de faire le rappel des 2 conditions actuelles pour passer en loueur meublé professionnel. Ça peut être important. Il faut dégager plus de 23 000 de revenus locatifs meublés annuels, charges comprises. Quand je dis charges comprises, c'est pas les charges déductibles qu'on a nous en tant qu'exploitants, mais ce sont les charges que vous facturez à votre locataire. Donc, et deuxième condition, les deux étant cumulatifs, deuxième condition, que le montant de vos revenus locatifs meublés soit supérieur à vos revenus d'activité professionnelle au sein du foyer fiscal. Donc, quand je dis revenus professionnels, c'est salaire, bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux. Par exemple, un commerçant qui exploite un fonds de commerce de vente de légumes. Ça peut être rémunération de gérance ou de présidence de société. Ça peut être bénéfices agricoles. Voilà, tout ce genre de revenus vraiment professionnels. On exclut les revenus fonciers, donc les revenus locatifs en nu. On exclut aussi les revenus dits du patrimoine, dividendes d'actions, intérêts d'emprunt, etc. Donc, si vous remplissez ces 2 conditions, vous passez à l'heure actuelle automatiquement en loueur meublé professionnel. Voilà. Donc, on pourrait revenir ne remplissant plus la condition, la deuxième, à savoir des revenus meublés supérieurs aux revenus professionnels. On pourrait revenir en LMNP. Et c'est normalement, à l'heure actuelle, ce qui se passerait au regard du droit fiscal.
Sauf que l'URSSAF nous dit benoîtement en début d'année, oui, mais un décret viendra préciser que lorsqu'on passe LMP, on reste assujetti aux cotisations sociales, même si on ne remplit plus les 2 critères. C'est ce que j'appelle, moi, le décret fantôme. Parce que ce décret n'est jamais paru à l'heure où je vous parle. Donc on sait que c'est dans les canaux, quoi, mais que c'est pas encore sorti. On sait que c'est dans les tuyaux, mais est-ce que ça passera? Je ne sais pas. Ok. Et là, la sortie pour ce problème-là, cette erreur-là, du coup, ça serait la revente, quoi. Soit revente d'un bien, on passe en LMNP, encore c'est possible. Soit finalement, si on est vraiment bénéfice, on commence à payer l'arbitrage, la revente des biens. Donc fondamentalement, on en revient à peut-être l'erreur qui sous-jacente, qui est vraiment peut-être, ou on va dire l'aspect sous-jacent qui est plus important encore, c'est finalement d'acheter bien, d'avoir un bien qui est en dessous, qu'on a acheté en dessous du prix du marché pour pouvoir ne pas perdre de l'argent, quoi. Oui, sachant que, bien évidemment, ça pose des problèmes supplémentaires. La revente d'un bien sous un statut LMP est fiscalisée différemment de la plus-value des particuliers. Et si on rajoute à tout ça une petite touche supplémentaire pour le plaisir, en se disant, fiscalement, quand je vais revendre le bien, je vais être LMNP, parce que, par exemple, l'année précédente, j'avais eu des revenus plus importants, donc chic, je suis repassé LMNP sans revente de biens, je le revends, et là on se dit, ok, fiscalement je suis bon, mais l'URSSAF ayant dit, ah ben non, si vous êtes passé LMP au regard des cotisations sociales, vous pouvez pas redevenir LMNP, on va se retrouver avec 2 régimes de plus-value qui vont difficilement cohabiter. Parce que d'un point de vue fiscal, il faudrait calculer la plus-value suivant le régime des particuliers, avec un abattement pour durée de détention, mais au regard des cotisations sociales, il faudrait la calculer suivant le régime des professionnels, sans abattement pour durée de détention, ou en tout cas un abattement calculé différemment, et avec des cotisations sociales sur la partie amortie du bien, ce qui n'existe pas en plus-value des particuliers. Autant dire que tout ça est loin d'être réglé et loin d'être simple. Ouais, non, j'avais oublié ça, cet aspect-là, effectivement. Ouais, donc on peut même pas s'en sortir avec une revente d'un bien dans ces cas-là. Il faut alors finalement en avance quand même pouvoir anticiper pour avoir au moins quelques années de déficit en termes comptables, avec des travaux, avec des charges dans son business plan, quoi, finalement, sur ce genre de bien. Alors justement, là, c'est la 3e erreur, c'est le manque d'anticipation. Clairement, si on n'anticipe pas, on sait pas où on va. Voilà. Et là, tu as raison. Oui, il faut faire des calculs et il faut anticiper ce qui va se passer dans différentes hypothèses. Ce qui suppose aussi d'avoir quand même une vision globale et un plan d'ensemble pour les investissements immobiliers. Ouais. D'autres choses que tu as vues en loueur meublé qui pourraient être problématiques. Je pense à la liste c'est la liste officielle pour louer en meublé, des reclassifications par exemple quand on n'est pas dans les clous par rapport à cette liste. J'ai entendu parler de choses comme ça. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent aussi intervenir. Alors il y a un décret de 2015, oui, qui vient préciser comment doit être, quels sont les éléments d'équipement indispensables pour pouvoir prétendre au régime de la location meublée. Mais en réalité, quand on creuse un petit peu les choses, on s'aperçoit que le décret colle pas parfaitement avec la réalité fiscale, puisque pour le fisc, si le logement est suffisamment décent pour être habité en meublé, c'est pas forcément parce qu'il va manquer un petit élément d'équipement qu'on n'aura pas le bénéfice des BIC. Donc là-dessus, c'est relativement souple en réalité. Par contre, une autre erreur, c'est de vouloir bidouiller. Moi, j'appelle ça l'erreur du bidouillage. C'est de se dire, OK, j'ai un immeuble en nu ou j'ai des apparts en nu. Je vais aller convaincre mon locataire de passer en meublé. Je vais lui signer un nouveau bail ou alors je vais faire un avenant, ce qui est encore pire. Alors que même si on arrivait à le convaincre, il faudrait résilier l'ancien bail et repartir sur un nouveau bail pour être à peu près dans les clous. Ce qui ne résout pas le problème des meubles puisque louer en meublé, c'est louer avec les meubles du propriétaire, pas les meubles du locataire, bien évidemment. À ce compte-là, c'est quand même un petit peu gênant. Et une chose souvent mise en avant, c'est bon, il est d'accord pour que je les lui rachète. Oui, mais vous lui rachetez ces meubles, vous n'aurez pas de facture. Donc quand vous allez faire votre déclaration, si vous n'avez pas de facture et qu'il y a un manque d'amortissement de meubles, s'il y a une vérification fiscale, on va voir que vous êtes en meublé, mais que vous n'amortissez pas le mobilier. Donc il y a des petits signaux d'alerte qui clignotent. Et bidouiller en fiscalité, c'est quand même vraiment une grosse erreur. Il y a des conséquences aussi par rapport à ça, justement, ces comportements un peu borderline. Est-ce que on s'assied autour de la table avec l'administration fiscale et on arrive à trouver un accord où on paye un forfait, ou comment ça se passe concrètement sur ce genre de choses?
Alors, l'administration fiscale, en règle générale, elle tape d'abord et on discute après. C'est ce qu'on appelle le privilège du préalable, quand même. Donc, elle opère un contrôle. Je vais vous donner un exemple, pas sur le meublé, mais sur la location nue. Puisque sur la location nue, on peut aussi commettre une grosse erreur qui est relative aux travaux. Ça, c'est une erreur que je vois aussi assez fréquemment. Après, je vous parlerai des erreurs des professionnels. Mais en location nue, l'erreur sur les travaux, c'est de croire que on va pouvoir faire plein de déficits fonciers parce qu'on va faire des gros travaux. Alors qu'en réalité, il y a des catégories de travaux qui ne sont pas déductibles des revenus locatifs en location nue. On ne va pas pouvoir déduire les travaux d'agrandissement, de reconstruction à neuf, de création de surface habitable, de changement d'usage. Moi, je les regroupe sous ces 4 catégories. En fait, il y en a moins que ça, mais il y a des sous-catégories. Mais disons que pour la clarté des choses, c'est les grandes catégories que j'ai identifiées. Et un exemple très concret, c'est quelqu'un qui achète un immeuble de rapport en province, qui le refait à neuf, mais littéralement à neuf. C'est une ruine. Et derrière le marché locatif, il s'avère que il a identifié, c'est la location nue. Donc il se dit, j'ai acheté mon immeuble, j'ai fait 180 000 euros de travaux, je vais pouvoir déduire 180 000 euros de mes revenus locatifs, ça me rapporte 20 000, 30 000 euros par an. Ok, je suis tranquille 6, 7 ans, 10 ans, parce qu'en plus, il y a les charges courantes, etc. On n'amortit pas, évidemment, on déduit pas les frais de notaire. Et puis l'administration opère des contrôles. Alors, il faut le savoir, l'administration opère des contrôles assez importants sur les travaux, justement, en location nue. C'est des malins, ils savent là où il y a du gisement fiscal, concrètement. Donc, ils opèrent une vérification et disent aux contribuables, vous savez quoi, donnez-nous l'acte notarié, vos factures, la déclaration d'achèvement des travaux. Ils examinent tout ça. Puis à la fin, que font-ils? Ils envoient une proposition de redressement. Alors, je suis avocat en fiscalité immobilière, mais pas en contentieux immobilier. Donc, en contentieux fiscal, je veux dire. Donc, j'ai pas forcément toujours le bon terme, mais grosso modo, c'est ça, une proposition de redressement pour recueillir les observations du contribuable ou préalablement, avant même d'émettre la proposition de redressement, ils disent « Ah, il y a des petits points, faudrait éclaircir, envoyez-nous telle chose, on veut vos observations. » Puis, au bout du bout, ils prennent une décision et ils notifient un redressement. Et là, dans cette hypothèse, c'est un cas concret. L'immeuble avait été acheté 160, 170 000, 180 000 euros de travaux. Et compte tenu de beaucoup de critères, ampleur des travaux, leur nature, leur durée, l'état de l'immeuble, etc., 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 jusqu'à la durée de stationnement des bennes à gravats devant l'immeuble quand même. Ils vont loin quand ils veulent. Eh bien, ils vous disent « Ah, nous considérons que c'est de la reconstruction à neuf, et donc nous allons réintégrer 172 000 euros sur vos 180 000. » Ouh, d'accord. Et ce que j'appelle le privilège du préalable, c'est que ils vous disent ça, et ensuite, à vous d'aller contester. Donc concrètement, ça veut dire on demande du cash, il y a des comptes qui sont saisis pour compenser tous ces amortissements indus. Non, concrètement, ça veut dire que lors de l'exploitation, au lieu chaque année de pouvoir déduire X et d'avoir un déficit foncier reportable, le déficit foncier reportable, il passe de 180 000 à 8 000. Donc, au bout d'un an, on l'a épuisé. Et que si l'administration s'en rend compte au bout de 2 ou 3 ans, parce que je crois que le retour en arrière, c'est 4 ans. Donc, si on aperçoit au bout de 2 ou 3 ans, oui, il va y avoir un redressement sur les années antérieures, un recalcul de l'impôt. Ok, ouais. Donc on peut créer du déficit foncier. On peut aussi être à zéro impôt pendant quelques années sur de la location nue. Ce n'est pas impossible. Simplement, c'est quand même beaucoup plus difficile qu'en location meublée. Ouais. Et là, le problème dans ton exemple, c'était que la poche travaux était juste trop importante. Il y avait la reconstruction, c'était considéré comme construction neuve, c'est ça? Et la nature des travaux aussi. Ouais. Quand on rase tout, en gros, et qu'on refait tout à l'intérieur, si en plus on refait la toiture, qu'on refait le ravalement, qu'on abat un plancher pour faire une mezzanine, oui, c'est la reconstruction à neuf concrètement. Après, les critères de l'administration, c'est au cas par cas. Ouais. Il y a des choses aussi à être vigilant, des problèmes qui peuvent apparaître sur les régimes, alors plus société, SCI et puis holding aussi, parce que c'est quand même beaucoup à la mode, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'y ont mis, peut-être des gens qui se sont cassés les dents sur certains aspects. Sur les sociétés, oui, il y a toujours des erreurs assez classiques que je rencontre. C'est par exemple alors il y en a plusieurs sur la SCI qui sont un petit peu amusantes. Je vois régulièrement des gens qui se disent si j'achète ma résidence principale en nom propre, je ne peux rien déduire. Donc je peux pas déduire les intérêts d'emprunt, mes travaux, ma taxe foncière, rien. Donc je vais l'acheter en SCI à l'IS. Et puis du coup,
il y en a qui sont quand même malins, qui se disent je vais me payer un loyer. Il y en a qui se disent carrément je vais pas me payer de loyer et je vais tout déduire. Ça, c'est encore pire. Mais je vais me payer un loyer et je vais tout déduire. Ok, c'est vrai. La grosse erreur, c'est que la revente de la résidence principale est la principale niche fiscale en droit français. Puisque si vous revendez 3 ans après et qu'elle a doublé de valeur, hypothèse d'école, si vous êtes en nom propre, vous payez 0 d'impôt sur la plus-value. Ce qui est considérable. Si vous êtes en SCI à l'IS parce que vous êtes dit, je vais gagner un peu, je vais tout déduire, etc. Eh bien, vous ne bénéficiez tout simplement pas de l'exonération à la revente. Donc, vous perdez définitivement le bénéfice de l'exonération de plus-value à la revente. Dommage. Ouais. Ça, c'est une grosse erreur. Ouais, pour le coup, on va dire le gain que tu as fait en déduisant les charges liées à cette opération-là, en fait, elle est complètement détruite par le fait que tu perds de l'argent sur la plus-value, quoi. Alors, on bénéficie pas de l'exonération. En plus, en cas de plus-value, donc, on va au contraire payer de l'impôt via la SCI à l'IS. Et pour récupérer l'argent, il faudra repayer 30% de flat tax potentiellement. Ouais, ok. Donc, mauvaise idée, les amis. N'achetez pas vos RP en SCI à l'IS de façon générale. Vous pouvez les acheter éventuellement en SCI à l'IR pour des questions de protection, par exemple en cas de foyer recomposé. Mais voilà, ça c'est une grosse erreur. Autre grosse erreur sur les sociétés. Alors là, c'est pas tant juridique et fiscal que pratique, même si on dévie un tout petit peu, je pense que c'est important. C'est celle qui consiste à croire que parce que on va constituer une holding, parce on peut pas constituer sa SCI tout seul, il faut 2 associés, donc c'est quand même lié au droit. On va constituer une holding, typiquement une société par action simplifiée unipersonnelle. On est donc tout seul dans sa holding. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va être associé dans sa SCI avec soi-même. Juridiquement, ça tient la route. En pratique, à l'heure actuelle, si on a constitué la société commerciale uniquement pour ça, on va avoir un mal de chien à se faire financer. Donc ça aussi, c'est une erreur de croire que ça va être magique et que on sera 2 et que donc on va obtenir le crédit. En revanche, si la société existe depuis plusieurs années, là oui, je valide le montage. L'intérêt de faire ça, de créer absolument sa holding avec soi-même, finalement, c'est... Là, dans ce cas précis, c'est pour être 2 dans la SCI, pour avoir 2 associés. D'accord. Ok. Ah oui. Puisqu'on peut pas créer une SCI tout seul. Mais autrement, l'intérêt de la holding est largement surestimé pour les investisseurs immobiliers. Alors pas pour les gens qui veulent acheter à terme 20, 30, 40, 50 appartements développés, qui ont de très grosses ambitions. Mais si vous voulez acheter 2 appartements et une maison, bon, pas forcément besoin d'une holding, bien au contraire. Ça, c'est aussi une erreur, hein. Vouloir faire des choses compliquées. Les SCI aussi, il y avait un avantage, je crois, qui était perçu en tout cas par les investisseurs de créer une SCI par bien. Et je sais plus lequel. Oui, ce qui est particulièrement mis en avant, c'est rester sous le seuil des 38 120 € de bénéfices. Ça, c'est vraiment ce qui est tout le temps mis en avant. Ouais. En réalité, c'est pas avec un studio qui vous rapporte 10 000 € par an ou 6 000 € par an que vous allez, évidemment par hypothèse, dépasser 38 120 € de bénéfices. Et quand bien même vous auriez 2 ou 3 immeubles de rapport, c'est pas 38 120 € de loyer, c'est 38 120 € de bénéfices. Ce qui veut dire que, avant d'atteindre 38 120 € de bénéfices, comme par hypothèse on est sur de la SCI à l'IS, dans laquelle on va déduire les frais de notaire ou les amortir, tous les travaux, toutes les charges courantes, amortir la valeur de l'immeuble, il va quand même falloir dégager énormément de loyer avant d'atteindre ce seuil fatidique. Et quand bien même, si vous avez logé des actifs et que vous êtes à 40 000 € de bénéfices au lieu de 38 120 € de bénéfices, c'est pas grave du tout, parce que le delta d'impôt que vous allez payer en plus, au lieu de 15% sur la première tranche, vous allez payer 25%. Ce delta, vous n'allez le payer que sur la différence entre 40 000 et 38 120. Donc, pour économiser 10%, c'est-à-dire 25 moins 15, pour économiser 10 points d'impôt sur 1100 € de bénéfices, vous allez avoir créé une deuxième SCI. Aucun intérêt. Avec des coûts associés, j'imagine, à la création de la société aussi, quoi. Ouais. Coûts associés à la création, comptabilité, compte bancaire distinct, paperasserie en plus, déclaration fiscale supplémentaire. Ok. Il y a un autre, peut-être aussi, ça rentre dans les biduages ou peut-être les mauvaises perceptions, mais la responsabilité du personnel du dirigeant sur une SCI, par exemple, qui est endetté, comment ça fonctionne dans ces cas-là?
Alors, la responsabilité personnelle du dirigeant est très rarement engagée. Hmm. En réalité, ce qui va se passer, c'est que c'est la responsabilité des associés qui peut être engagée. Là, c'est pas vraiment une erreur. Bien sûr, on lit parfois des sottises. Je lisais un article du Figaro qui dit que mauvaise nouvelle pour les emprunteurs qui ont de l'immobilier en SCI, comme ils sont responsables de l'intégralité des dettes, ça vient plomber leur scoring bancaire. En fait, c'est inexact parce que à la base, un emprunteur, un associé de SCI n'est responsable qu'à hauteur de son pourcentage de détention du capital social. Donc typiquement, si dans une SCI, tu as 90% des parts et que ta femme, ton ami, ton mari a 10% des parts, ben celui qui a 10% sera responsable non pas de la totalité de la dette de la SCI, mais de 10% de la dette de la SCI. Ce n'est que dans l'hypothèse où le banquier, ce qui est le cas le plus fréquent, c'est vrai, mais c'est pas non plus systématique, va demander la caution personnelle et solidaire de l'associé, de chacun des associés, que là, cette fois-ci, chacun des associés sera responsable de la totalité de la dette, mais uniquement de la totalité de la dette bancaire, bien sûr, pas des autres dettes. Donc là aussi, c'est pas vraiment une erreur. Il faut connaître le risque plutôt de faire en SCI. Le risque, quel est-il en réalité? Il n'est pas tellement plus important qu'en nom propre, puisque quand on y pense, si on achète en nom propre et qu'on est co-emprunteur, chacun des co-emprunteurs est responsable de la totalité de l'emprunt. À moins que on ait été malin et qu'on ait dit, bah ma femme, elle prend que 50% de l'emprunt, moi j'en prends que 50%. Donc, mais non, ça marche pas comme ça. Quand on est co-emprunteur, la banque nous prête 200 000 et monsieur et madame doivent la totalité de la somme. Donc, ça revient strictement au même en SCI et c'est pas plus risqué. Ok. Donc encore une fois, plutôt un peu inutile et ouais, de penser comme ça. Voilà, il n'y a pas de grosse frayeur à avoir là-dessus. Je vois assez peu d'erreurs là-dessus. Ok. Sur l'achat-revente, on voit pas mal passer aussi les risques de reclassification de marchands de biens. Oui, alors ça c'est effectivement une erreur aussi, c'est de se dire qu'on va pouvoir faire plusieurs opérations tranquilles, en nom propre et que ça va passer tout seul. Non, le fisc fait attention à ce genre de choses. Il y a 2 critères pour la requalification en marchand de biens, c'est la notion d'intention spéculative, qui est pas toujours évidente à prouver, mais le fisc peut assez largement la présumer. Donc vous achetez parce que vous saviez déjà que vous alliez revendre suivant telle ou telle modalité en faisant un bénéfice. Et le deuxième critère, c'est la notion de répétition de l'opération. Donc si vous faites un achat et que vous revendez, il n'y a pas de répétition. Par contre, si vous achetez un immeuble de rapport et que la première année, vous revendez un appartement, la deuxième, la troisième, un troisième appartement, oui, là, il y a un réel risque de requalification en marchand de biens. Je mettrais dans le même sac, en termes d'erreur, l'idée, encore une fois, de bidouiller avec des achats et reventes successifs de sa résidence principale, puisqu'on l'a dit, c'est la meilleure niche fiscale. Oui, mais là encore, le fisc, il fait bien attention aux exonérations sur la résidence principale. Donc, si vous avez une bonne raison, vous pouvez avoir acheté une ERP, elle a pris beaucoup de valeur, alléluia, tant mieux pour vous. Vous la revendez au bout d'1 an et demi, c'est tout à fait légal. Si, par exemple, vous êtes muté et que vous déménagez à l'autre bout de la France, le fisc n'a strictement rien à y redire. Par contre, si vous la revendez, vous déménagez à 1 kilomètre et qu'1 an après, vous refaites le même coup, là, ça devient un peu plus chaud. Parce que si vous n'avez pas une bonne justification en réserve, oui, il peut vous arriver des bricoles. Alors il y a une jurisprudence extrêmement abondante sur la résidence principale. Rien que là-dessus, on pourrait faire des épisodes. Hein. Ouais. Ces 2 exemples, pour moi, quand même, c'est il y a pas un truc écrit noir sur blanc en termes de. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même ouvert à l'interprétation. Qu'est-ce qui est vraiment à intention spéculative, qu'est-ce qui est répétitif. À partir de combien de temps on peut raisonnablement se considérer que c'est notre résidence principale? Est-ce que 6 mois ça suffit? Tu vois, ça c'est là où c'est compliqué de jauger. T'as vu t'as peut-être une ligne directrice par rapport à ça, où tu penses que, enfin, il faut juste être honnête par rapport à ses intentions. Alors, je ne peux évidemment que te dire qu'il faut être honnête par rapport à ses intentions quand même. De la part d'un avocat, c'est bien la moindre des choses. Ensuite, si pour des raisons quelconques, vous avez besoin de déménager, il faut éviter de faire des allers-retours parce que tant que c'est pas vendu, si vous allez réoccuper votre résidence principale alors qu'elle est en vente, ça peut poser des difficultés. Il y a eu une décision de jurisprudence récente là-dessus où la personne avait changé d'adresse,
Donc, elle a fait des allers-retours et au final, le fisc a dit, bah non, c'était plus votre RP, vous faisiez des allers-retours, vous avez pas vendu, vous avez mis beaucoup trop de temps et puis voilà, c'est plus la RP, fin de l'histoire. Et là, ça pose des soucis. Donc, il y a pas de critère. La ligne directrice, c'est vraiment que ça corresponde à la réalité. De la même façon, se dire, je vais aller l'habiter 6 mois pour pouvoir la vendre en exonération d'impôts, alors que par ailleurs, ma famille reste domiciliée à l'ancienne adresse, que je vais ouvrir l'électricité à l'adresse présumée de la RP, mais il y aura pas de consommation électrique. Ouais. Le fisc, il peut regarder, hein, ça, ce genre de choses. Il peut tout regarder. Le fisc a accès à tout. Donc concrètement, non, il n'y a pas de. Récemment a été jugé qu'une durée plus courte que 6 mois pouvait être considérée comme de l'ARP parce qu'il y avait des éléments extérieurs. Donc c'est du cas par cas et la loi ne peut pas tout régler en réalité. Du coup, quand il y a un doute, c'est au juge de trancher en cas de litige. Ok, ouais, on veut juste pas être dans ces situations si possible, quoi. C'est possible. Parfait. Je voulais t'emmener un petit peu sur le terrain du contractuel cette fois-ci, en fait, dans l'exploitation des biens, que ça soit colocation, sous-location, location courte durée. J'ai l'impression quand même que avec en fait la croissance en fait de ce type d'exploitation qui est très rentable, qui a peut-être des tendances à peut-être à faire des raccourcis, à peut-être prendre un petit peu le côté contractuel du contrat de bail un petit peu par-dessus l'épaule, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de réels risques là-dessus. Alors peut-être qu'on n'a peut-être pas suffisamment de recul pour le percevoir, mais je voulais avoir ton avis en fait sur les principaux risques et les bonnes pratiques par rapport à ces aspects-là. Les principaux risques sont des risques pour le coup qui sont pas liés à la fiscalité mais à la légalité. Donc le juridique pur et dur. En effet, dans certaines communes, vous n'allez pas pouvoir louer comme vous voulez. Donc, il existe différents types de baux. Tu l'as rappelé, on a par exemple le bail en location nue classique, le bail en location meublée longue durée classique, les deux relevant de la loi de 1989. Nous avons ensuite des baux un peu plus spécifiques qui relèvent quand même de la loi de 89, qui sont les baux de colocation, que ce soit de la colocation nue ou de la colocation meublée. Leur régime juridique a été un tout petit peu encadré, enfin normalisé ces dernières années avec la loi Elan ou la loi Allure, je sais plus laquelle des deux, mais disons que le législateur est venu un petit peu préciser certaines choses. Encore très récemment, il est venu repréciser par exemple que l'encadrement des loyers s'applique dans le cadre des colocations. Donc là, c'est un vrai risque légal puisque on a une législation qui va être contraignante en termes de montant de loyer fixé et qui va s'appliquer y compris aux colocations. Donc ça, c'est un vrai risque pour un investisseur, se lancer dans une opération de colocation en se disant, au lieu de louer l'appartement 1000 €, je vais le louer 1600 ou 1700 parce que je loue plusieurs chambres. Et j'ai une cliente récemment qui a failli acheter une colocation à Lille où sévit l'encadrement des loyers. L'agent immobilier lui avait présenté une super renta, mais avait juste oublié de lui dire qu'il y avait l'encadrement des loyers, ce qui allait un petit peu plomber la rentabilité quand même. Donc là, il y a un vrai risque légal à cause de cet encadrement des loyers. Que ça soit d'ailleurs un bail unique, un bail individuel ou collectif. L'encadrement des loyers s'appliquera quand même. Donc si on a des baux vraiment individuels, mais que l'ensemble dans la maison représente, c'est l'ensemble de la maison en fait en termes de loyer. Et c'est pareil pour les loyers tout compris, toutes charges comprises, all inclusive. Oui, tout à fait. Qu'on soit en nu ou en meublé, avec un forfait de charge ou une régule, ça s'applique. Ouais, ok. Donc on a tous ces baux qui sont de la loi de 89. En plus, on a maintenant le bail mobilité que certains utilisent pour essayer de contourner un petit peu les règles sur la location courte durée, ce qui est pas forcément évident. On a en plus les règles sur la location courte durée, donc qui vont impacter non seulement le bail, mais également le type d'exploitation, là, carrément. Et enfin, on a deux nouvelles règles qui sont par exemple le permis de louer. Où là, par méconnaissance, encore une fois, des gens peuvent louer en toute bonne foi leur logement sans avoir demandé l'autorisation préalable à la mairie. Là, la conséquence, c'est juste on rétablit la chose. S'il y a des conséquences, quand on le fait sans le savoir, on peut quand même avoir une amende. Ouais, ça, ok. Donc, il y a une amende possible. Et surtout, la mairie peut passer et dire « Ah oui, mais vous louez, mais là, en fait, nous, on décèle que tel ou tel point ne convient pas. C'est pas aux normes. C'est pas décent. » Et du coup, vous avez loué illégalement puisque vous ne pouviez pas obtenir le permis. Donc, il faut d'abord remédier au défaut et ensuite redemander un permis et louer. Les conséquences peuvent être très lourdes.
Est-ce qu'il y a la jurisprudence sur des contrats de baux qui n'étaient pas conformes et qui ont entraîné peut-être des redressements aussi? Alors, je sais pas si là on est sur l'amende ou le redressement ou Sur autre. la légalité même des contrats, c'est peu fréquent en réalité. Là où on voit un petit peu de contentieux, c'est plutôt sur la sous-location illégale. Là, il y a du contentieux. Il y a une ou deux affaires il y a une affaire qui est parue là récemment dans les journaux où un sous-loueur a été condamné à rembourser au propriétaire plus de 200 000 euros. Donc oui, mais là c'est normal. La personne faisait ça d'une part illégalement sur Paris ou région parisienne. Elle le faisait par hypothèse sans l'accord du propriétaire, puisque c'est de la sous-location illégale. On peut faire de la sous-location, mais si on est sur du bail loi de 89, déjà, il faut avoir le consentement express du propriétaire. Et en plus, le loyer perçu par le locataire, donc le loyer perçu de la personne à laquelle on sous-loue, ne peut pas être supérieur au loyer principal. Donc en fait, c'est destiné, éventuellement, vous partez un mois en vacances, ok, vous mettez en location avec l'accord du propriétaire pour un mois, histoire de pas payer un loyer en pure perte. Ça peut s'entendre. Là, c'était quelqu'un qui avait carrément fait un business de ce processus. Et d'une part, à Paris, il pouvait pas le faire puisque c'est illégal sans compensation. Donc ça, c'est plus que râpé. Et d'autre part, il a fait sans le consentement. J'ai déjà vu le cas aussi de quelqu'un qui faisait de la sous-location, mais sans avoir le bon bail. Et là, pour le coup, de la même façon, si on fait ça dans un endroit où c'est autorisé avec le consentement du propriétaire, mais qu'on n'utilise pas le contrat de bail approprié, on s'expose à des conséquences préjudiciables, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale. Et pour quelle raison, dans quelle mesure ça pourrait arriver, ça qu'on n'ait pas le bon bail, et pourquoi l'administration fiscale pourrait retoquer par rapport à ça? J'ai eu un cas très concret d'une société qui faisait ça, mais qui pratiquait d'autres activités. Et parmi les critères mis en avant pour l'administration pour dire que toute l'activité globale de la société devait être soumise à TVA, alors que c'est pas le cas sur la sous-location professionnelle. Quand on fait de la sous-location dite professionnelle, c'est jamais que de la location meublée, même en sous-location. Et donc, c'est une activité qui n'est pas soumise à TVA. Or là, il y avait plusieurs activités pratiquées et le contrôleur a notamment soulevé le fait que cette sous-location était illégale parce que pratiquée avec des baux de la loi de 89, donc qui ne cadraient pas avec ce qui devait être fait, pour dire, voyez, en fait, vous faites une activité commerciale, pratiquée légalement, etc. Donc moi, je vais vous redresser à la TVA sur la totalité. Ouais, c'est de la TVA qui a pas été payée, qui aurait dû être payée. C'est ça l'idée, quoi. Oui, parce que il s'est servi de ce point d'illégalité qui n'avait pas vraiment de rapport. C'est de la mauvaise foi quand même, mais bon, c'est un point de faiblesse aussi. Donc la sous-location professionnelle se fait avec deux baux principalement. Ce que j'appelle l'ancien bail commercial dérogatoire, qui présentait pas mal de faiblesses, notamment sur le fait que c'était quand même un bail commercial, qu'il avait une durée limitée de 3 ans, qu'il avait été rédigé sans prévoir tout un tas de cas pratiques, et mon propre bail de sous-location fondé sur le code civil et que je suis le seul à avoir rédigé et commercialisé, pour le coup. Et comment ça se fait que tu te retrouves à être le seul à avoir commercialisé ce bail? Parce que je travaille avec des formateurs, des gens qui vendent de la formation sur la sous-location, et les connaissant et connaissant les besoins de leurs clients, j'ai creusé, j'ai fait des recherches et je me suis dit, ce bail commercial dérogatoire, il y a des choses qui me gênent, ça me bloque. Et j'ai trouvé une décision, notamment de jurisprudence, qui a expressément exclu du régime des baux commerciaux la sous-location, qui était pratiquée professionnellement entre deux sociétés commerciales. Et pour autant, le juge a dit, non, ça ne relève pas des baux commerciaux. Donc j'en ai déduit qu'il nous fallait créer un bail de toutes pièces. Et le bail, à la base, c'est le code civil. Alors ensuite, on a des baux de la loi de 89 parce que c'est de la location d'habitation. Donc c'est une réglementation spécifique. On a des baux professionnels pour louer des bureaux. On a des baux agricoles parce que c'est encore une autre catégorie. Mais là, pour faire de la sous-location, pas de problème, on peut rédiger un bail ad hoc. Mais il se trouve que, comme je suis un des seuls avocats qui s'y connaissent dans ce domaine, je le dis, ça peut paraître prétentieux, mais j'ai régulièrement des clients qui me disent, mais moi, je viens vers vous parce que les autres savent pas. Ils connaissent même pas l'activité de sous-location professionnelle. Oui, j'ai fait un travail de réflexion en ce sens et j'ai rédigé un bail spécialement adapté pour ça qui va éviter tous les écueils.
Il a été éprouvé celui-là. Enfin, Est-ce qu'il a été éprouvé, tu veux dire? Ouais, non, dans le sens où, parce que pour moi, voilà, enfin, créer en fait un cadre juridique, il y a forcément des risques. J'imagine que si t'es pas d'un représentant étatique, peut-être, enfin, je sais pas. Moi, je me verrais pas changer un article de loi, ou du moins créer en fait plutôt un contrat basé sur un ensemble de jurisprudence et de lois. Mais encore une fois, je m'y connais pas, je suis pas autant que toi. Mais Alors justement, je me base sur le code civil. C'est-à-dire que moi, j'ai pas réinventé la roue. J'ai pris les règles du code civil. Je me suis dit, est-ce que mon bail peut être requalifié en bail d'habitation? Non. L'objet n'est pas de louer à titre de résidence principale, ce qui est l'un des critères majeurs de la loi de 89. Est-ce que ça peut être un bail mobilité? Non. Il y a des critères spécialement énumérés par le législateur pour pouvoir entrer dans ce type de bail. Est-ce que c'est un bail commercial? Est-ce qu'on crée un fonds de commerce? Non plus. La jurisprudence me dit que ce type de sous-location ne fait pas partie des éléments d'un fonds de commerce. Est-ce que c'est un bail agricole? Non plus, etc., etc. Et par élimination, t'en reviens au bail commun de droit civil. Le bail commun, c'est un contrat de location. Et le contrat de location, que ça soit de location de meubles ou d'immeubles, est régi par le code civil. À partir de là, bien évidemment, j'ai mené un effort de réflexion, j'ai eu les retours des clients et j'ai adapté pour que ça corresponde parfaitement aux attentes des clients. Donc j'ai mis des clauses sur la durée, j'ai mis des clauses pour préciser ce qui se passe si on a des locations en cours avec le client final, mais que le propriétaire veut reprendre l'appartement. Parce qu'on pourrait se retrouver coincé. Ah bah oui, je veux le reprendre. Ah, monsieur, j'ai des locataires dedans. Donc j'ai prévu tout ça. Tout ça peut s'aménager contractuellement. Seulement, si on le fait pas avec le bon bail, là, potentiellement, on risque des ennuis. Alors le pendant de tout ça, tu vois, c'est le risque, c'est encore une fois, de bidouiller et d'essayer de se procurer sur Internet des documents qui sont pas valides, qui ne sont pas la bonne version ou qui tout simplement sont piratés. Mon bail est un bail protégé par les droits d'auteur. Je l'ai déposé à l'INPI, d'accord? Et je sais qu'il y a des gens qui le distribuent sans mon consentement. ouais. Ce qui est du recel de contrefaçon, soit dit en passant. Ouais. Je compte sur toi, tu vas attaquer Dimitri, je pense. On en reparle. Non, mais c'est super intéressant en tout cas de voir que la loi, ça paraît toujours un truc un peu figé, et savoir qu'on peut effectivement l'utiliser en fait pour les besoins que l'on a en fait. C'est ça qui est intéressant de voir, je trouve. Donc parce que souvent on a tendance quand même à subir les choses plutôt qu'à les créer ou à être un peu proactif par rapport à et lever des obstacles éventuels, et ça c'est plutôt intéressant sur ce cas-là, je pense. D'un point de vue intellectuel, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus stimulant d'essayer d'inventer que de se contenter d'essayer de contourner des obstacles. Clairement. C'est le rôle aussi des avocats, de faire ce genre de travail. N'oublions jamais ce principe, et ça c'est vraiment, je crois que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais je rappelle ce principe. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. C'est vulgarisé sous cette forme. En réalité, c'est un tout petit peu plus complexe, puisque ça figure dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui lui-même est intégré dans la Constitution de 58. Mais ça rappelle que ce que la loi ne défend pas, toute personne peut le faire. Et la loi ne peut interdire que ce qui nuit aux autres citoyens, grosso modo. Donc on le résume dans tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Dès lors que j'ai pas une disposition qui m'interdit de créer un bail pour cette activité spécifique, moi je le fais. Ouais, ok. Alors, il y a une dernière, pour moi, de ma part, on va dire, menace plutôt que une erreur, mais c'est quelque chose qui se profile quand même lié, en fait, aux exigences nouvelles de DPE, en fait, sur les biens immobiliers, et savoir si, de ton point de vue, il y a de la grosse casse qui s'annonce par rapport à cette mise en place, et est-ce qu'on peut les contourner, en fait? Comment tu vois les choses? Oui, c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Je suis stupéfait d'ailleurs du niveau de méconnaissance des investisseurs à ce sujet. Là, c'est absolument énorme. Alors, et encore, les gens qui t'écoutent potentiellement sont des investisseurs. Donc, on peut penser qu'ils sont plus informés que la moyenne. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est dans le reste de la population. Pourquoi? Déjà, le DPE a subi quelques avanies. Les modes de calcul ont changé plusieurs fois en un an. Donc, pour rappel, diagnostic de performance énergétique, maintenant, il est basé sur deux choses. La consommation d'énergie primaire, alors je le retraduis peut-être un petit peu imparfaitement, mais c'est
la consommation d'énergie, d'une part, et d'autre part, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a deux types de calculs, avec des jolies barres rouges, jaunes, etc. d'un côté, des barres violettes de l'autre. C'est extrêmement important puisque les conséquences pratiques, je vais pas m'attarder sur toutes les conséquences, mais la principale conséquence du nouveau DPE, ce sont, à échéance successive, des interdictions de louer pour les logements les moins bien notés. Donc, ça va commencer dès 2025, voire dès le 1er janvier 2023 pour les logements particulièrement énergivores. Donc, 1er janvier 2023, c'est demain, je suis tenté de dire. Et comment ça va se matérialiser ? Si votre logement ne répond pas aux normes, vous ne pourrez plus le louer. Et le DPE étant devenu opposable, en plus, le locataire pourra vous dire « Ah mais monsieur, moi j'arrête de vous payer » ou alors « Relogez-moi » ou tout un tas de conséquences pas encore forcément tout à fait prévisibles en disant « Mais c'est vous qui m'avez donné le DPE, vous l'avez fait réaliser, il vous est opposable. » Donc voilà, j'en tire les conséquences juridiques qui s'imposent. Donc 2023, 2025, 2028, 2034. D'après certaines, alors les estimations gouvernementales plutôt optimistes disent qu'il y a quelques millions de logements qui doivent être rénovés. Puis les estimations les plus pessimistes disent que c'est 6 millions de logements qui doivent être rénovés pour éviter de sortir du parc locatif à terme. Ce qui est considérable. L'une des erreurs majeures que pourraient commettre des investisseurs, c'est d'être insuffisamment renseigné et d'acheter un logement avec un DPE qui est tout à fait sympathique, une classe C ou D par exemple, sans regarder quand a été réalisé le DPE. Parce que les DPE réalisés l'an dernier, avant le 1er juillet 2021, sont encore valables plusieurs années. Or, les règles de calcul ont changé en 2021, en juillet, puis ont été remodifiées en novembre parce qu'il y avait des erreurs dans le logiciel. Donc souvent, on a constaté une dégradation des notes. J'ai déjà lu quelque part, je sais plus exactement où, qu'il y avait à peu près un tiers des logements qui avaient une note un peu meilleure et les 2 tiers qui avaient une note plus mauvaise, en gros. C'est quand même assez énorme. Ouais, et puis lourd de conséquences, mais on peut aussi, si on veut voir un peu les choses d'un autre angle, on peut dire aussi que cette chose-là n'est pas finalement définitive, étant donné l'importance du secteur immobilier en France, du poids des bailleurs et par rapport aux politiques, etc., que c'est pas encore complètement définitif. Donc on est un peu en sécurité, j'ai envie de dire, en poussant le trait, tu vois, non ? Tu as envie d'être raisonnablement optimiste. Ouais, c'est ça. Alors, justement, à ce propos, et ça me permettra peut-être d'enchaîner avec ça, justement, il s'avère que moi, j'ai lancé un nouveau service, qui est un service alors j'appelle ça un podcast parce que ça va être sous forme de fichier audio, mais qui est un service sur abonnement qui s'appelle le droit d'investir. Et le premier épisode, c'est sur le diagnostic de performance énergétique. D'accord ? Donc, sujet éminemment d'actualité. Et il se trouve que, grâce à mon réseau, j'ai fait la connaissance d'un diagnostiqueur qui, moi, je considère comme une perle, concrètement. C'est lui qui a attiré mon attention sur le fait qu'il y avait des mises à jour du logiciel, tu vois. Ce que j'ignorais parfaitement, c'est pas mon métier. Et évidemment, il fait partie de mon réseau. Et j'ai enregistré aussi une interview audio avec lui qui fera partie de l'un des prochains épisodes. Et oui, le DPE, pour moi, même si on peut être raisonnablement optimiste, a d'énormes enjeux et risque de plomber beaucoup de monde. C'est clair et net. D'accord ? Je n'ose pas imaginer la situation de l'investisseur, et je le dis sans méchanceté aucune pour les habitants de la Seine-Saint-Denis, mais il y a beaucoup d'habitats dégradés en Seine-Saint-Denis. Donc, habitat dégradé, il faut faire des travaux. Il faut avoir un DPE qui soit correct. Pour ça, on fait des travaux, on améliore le DPE, mais pas forcément évident. Il y a pas mal de petites surfaces. Et en plus, il y a beaucoup de communes qui ont mis en place l'encadrement des loyers. Ce qui veut dire que potentiellement, certaines personnes vont se retrouver avec une obligation de refaire des travaux, donc de l'argent à sortir, et ils ne pourront pas se rattraper, entre guillemets, en augmentant le loyer, puisque celui-ci est encadré. C'est chaud. C'est du cash squeeze aussi, ça, on peut dire. Là, pour le coup. Ah, là, clairement. Là, je pense que pour certains, ça va faire mal. Par contre, le DPE est une véritable opportunité pour les investisseurs qui s'y connaissent en travaux, qui ont des compétences, qui eux-mêmes, par exemple, ont les bonnes connaissances ou savent quels éléments donner pour avoir les bons diagnostics, comment remédier aux problèmes de diagnostic, et qui ont du cash, parce qu'ils vont pouvoir négocier à mort sur des gens qui vont être obligés de se séparer des appartements ou qui vont vouloir revendre des passoires thermiques. Ouais. Donc, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté.
Yes, yes. Non, c'est un truc carrément à suivre. Ouais. Voilà, à suivre, à suivre. Et justement, l'ambition du droit d'investir, c'est 15 minutes par semaine pour vous délivrer des informations et de l'actualité juridique et fiscale. Donc, vous délivrer, c'est moi qui l'a fait. Donc, c'est moi qui creuse. Je suis abonné à des revues juridiques, des services de veille. Je reçois des alertes, pas tous les jours, mais quasiment quand même. Donc, je suis informé très rapidement de ce genre de choses. Et ça, je l'ai fait sous format audio parce que j'apprécie particulièrement ton podcast, qui est l'une des sources d'inspiration. Et donc, c'est couplé à une plateforme de contenu où là, on va retrouver des vidéos additionnelles, on va retrouver des modèles d'actes, on va retrouver aussi un groupe Facebook privé réservé aux abonnés. 2 heures par mois, je vais faire un coaching groupé en live avec Zoom et des questions-réponses en direct. Et ça, les gens apprécient beaucoup, hein. J'ai déjà testé. Alors, j'ai tout un tas d'autres services qui vont arriver. Donc là, j'ai un prix d'appel à 47 €. Mais c'est le bon moment d'être là dès le départ de l'aventure parce que je compte aussi insuffler un petit esprit communautaire. Et si tu te souviens tout à l'heure ce que je t'ai dit, je me nourris des retours de mes investisseurs pour améliorer ce que je propose. Ça a été le cas pour le bail de sous-location. Et là, évidemment, j'ai énormément de retours d'investisseurs. Et grâce à ça, je peux proposer plein de solutions sur plein de sujets. Yes, non, ça tombe bien. J'allais te demander justement parce que comment se renseigner, parce que du coup un peu ça découle de toute notre conversation, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de choses qui bougent régulièrement, et l'une des difficultés, c'est quand même d'être toujours un peu à jour par rapport aux menaces qui peuvent arriver et d'arbitrer en fait dans son patrimoine par rapport à ces menaces qui pourraient arriver et choses comme ça. Donc ton service du coup tombe à point nommé, ça c'est évident. Comment est-ce que tu peux t'assurer, ou du moins ouais, pas garantir, mais du moins compte suivre les jurisprudences, parce qu'il peut y avoir des décisions vraiment partout. Est-ce que tu vas monitorer régulièrement pour être à jour tout le temps, ou... Alors, moi, je suis devant l'ordinateur tous les jours, hein. Donc concrètement, je fais des rendez-vous pour investisseurs chaque semaine. Mon souhait et ma capacité à retranscrire ce genre d'informations, mais décryptées pour des investisseurs. Voilà, je veux parler en langage que tout le monde comprend. Si je vous sors certaines publications juridiques, et moi, il y en a une que j'aime bien, la revue fiscale du patrimoine. Alors déjà, c'est créé en tout petit, hein, donc je fais une pub, mais vous inquiétez pas, personne va aller s'abonner à ce truc-là, hein, parce que je vais vous lire un ou deux sujets. Quasi usufruit quand l'enfant nu propriétaire prédécède, c'est pas super fun. On a prestations compensatoires, champ d'application de la réduction d'impôt et de la déductibilité du revenu global. Là, déjà, sur un sujet un petit peu aride comme ça, tu as une étude de 6 ou 7 pages. Donc, le but du jeu, c'est pas de vous faire digérer ce genre de choses. C'est totalement insupportable. En plus, ça cadre pas avec l'activité investisseur immobilier. Donc, moi, je fais le tri dans les infos. Je me tiens à jour des évolutions. Et puis, je vous retranscris ce qui est essentiel. Et puis, derrière ça, il y a du contenu de fond et des échanges entre investisseurs. Pour les gens qui, voilà, aiment lire du juridique, je vais mettre les références dans les vidéos augmentées sur la plateforme Le Droit d'Investir. Non, mais c'est excellent. Écoute, c'est super, et je suis content que tu sortes cette offre, parce que il me semble bien que quand tu es venu nous voir la dernière fois en octobre 2020, on en parlait déjà, et on voit que c'est vraiment un périple de te proposer, de mûrir ce genre de contenu. Donc c'est vraiment cool que ça y est, tu sois au bout de ce processus, et que tu puisses être confort sur le produit que tu vas offrir. Donc c'est top. On mettra tous les liens évidemment dans l'épisode. Écoute, il me reste à te remercier beaucoup pour ton temps, Dimitri. Évidemment, où est-ce qu'on peut te contacter peut-être si on veut poursuivre la conversation? C'est quoi le meilleur canal? L'un des meilleurs canaux, ça reste quand même Messenger, donc Facebook et Messenger. Vous pouvez rejoindre évidemment mon groupe Jurissimo Invest en prenant soin de répondre aux 3 questions et d'accepter les règles du groupe. C'est un groupe gratuit, hein. Vous pouvez aussi suivre ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur, Instagram, l'avocat investisseur. Je serais tenté de dire que si vous me retrouvez pas, c'est que vous faites preuve d'un petit peu de mauvaise volonté quand même. Ne serait-ce qu'une petite recherche Google, vous me retrouvez facilement. Voilà, mais tu vois, c'est vrai, tu as raison, c'était un long périple, hein. Franchement, j'avais un petit peu sous-estimé la difficulté du business Internet et de la création de produits, le niveau de travail que tu fais. Par exemple, quelqu'un qui a ton podcast quand même depuis maintenant plusieurs années, ça demande beaucoup de travail. C'est même pour un produit ou un service comme le tien. Et quand derrière, en plus, tu as une plateforme, tu as des contenus, il faut tourner des vidéos, il faut creuser les sujets. Moi, c'est que le début, parce qu'en fait, j'ai volontairement choisi d'apporter un maximum de valeur par une veille.
Et pourquoi j'ai défini ce produit comme ça, ce service comme ça? Parce que ça correspond aux besoins de mes clients. Une fois sur 3, ils me disent ouais mais c'est compliqué, moi j'ai pas le temps de suivre. Donc vraiment délivrer l'essentiel, des sujets de fond, des sujets d'actualité, de la jurisprudence, des interviews d'autres investisseurs et de professionnels. Et puis pour les gens, quand on se pose un petit peu, voilà, les coachings groupés, le contenu additionnel, tout ça pour moi c'est du bonus. Il y aura de nouveaux services, c'est pour ça que je vais augmenter le tarif assez rapidement, parce que plus j'aurai d'abonnés, plus je vais avoir de ressources et plus je vais pouvoir proposer des choses excellentes. Et on aura l'occasion d'en reparler très certainement, Paco. D'ores et déjà, tu vois, je prévois une section sur l'investissement immobilier à l'étranger. Je pense vraiment que arrivé à un certain niveau, il faut se diversifier. Ouais, il y a de la suite dans les idées, on voit ça. Excellent. Bah écoute, hâte de découvrir tout ça. C'est super. Bravo à toi. Et puis merci beaucoup pour le partage aujourd'hui encore sur ce podcast. Et je te dis à très bientôt, Dimitri. C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli une fois de plus. J'ai été ravi et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et fait de toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci encore beaucoup pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!